Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien aujourd'hui pour la première séance de Artena Academy? J'espère que vous êtes tous en forme et prêts pour ce premier talk, ok, qui va concerner du coup les plateformes d'échange décentralisées et centralisées. Si vous le voulez bien, pour commencer, on va nickel pour le son, super, parfait. On va commencer par, je vais laisser pardon, remettre la vidéo de présentation sur Artena, que vous puissiez tous avoir un petit contexte, et puis ensuite on commencera directement sur la présentation. Salut, salut tout le monde. Pourquoi continuer à trader et exposer votre capital à la direction du marché alors qu'une autre approche existe? Artena, un système structuré reposant sur des stratégies neutres au marché. Votre capital ne dépend pas des variations de prix. Il reste accessible à tout moment. Aucune exposition directionnelle, aucune dépendance aux tendances du marché. Que les marchés soient en hausse ou en forte correction, la performance provient de l'exploitation des inefficiences et non de la spéculation. Comment ça marche? Deux positions sont exécutées simultanément. Un long, un short, sur différentes plateformes. L'objectif est simple: capturer les écarts de prix et les frais de financement. Ce n'est pas du trading traditionnel, c'est de l'optimisation de spread à grande échelle. Tout est transparent. L'exécution est visible on-chain. Les transactions peuvent être vérifiées en temps réel. Avec le pass equity à 1000 $, vous accédez au système et bénéficiez des distributions hebdomadaires des revenus de la société. Une part fixe des profits est distribuée chaque dimanche. Limité à 5000 passes. Artena. Nous ne spéculons pas, nous exécutons, sur invitation uniquement. Super. Donc, rebonjour à tout le monde. Donc, aujourd'hui, le thème de la présentation, ça va être de présenter les plateformes d'échange en crypto, ok? Et quels sont les différents types de plateformes d'échange? On verra qu'il y a deux grandes familles majoritairement. On va rentrer dedans en détail. Donc, je vais partager mon écran et puis je vais juste attendre que vous me disiez si vous voyez tout correctement. Hop, alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Normalement, ça devrait être bon. Parfait, parfait, parfait. Ok, nickel. Super. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler des CEX et des DEX. Ok, donc CEX, c'est tout simplement un acronyme pour dire Centralized Exchange ou bien échange centralisé, comme Binance, OKX, Bybit et j'en passe. Et les DEX, dont fait partie Hyperliquid, sont des échanges décentralisés. Alors, le marché de la crypto aujourd'hui, il est structuré dans deux grandes infrastructures de trading. Donc, comme j'ai dit précédemment, les CEX et les DEX. Majoritairement, au tout début de la crypto, c'est-à-dire quand ça s'est vraiment démocratisé en 2016-2017, les échanges centralisés avaient 99% du marché. Et dès lors que vous vouliez acheter ou revendre un actif crypto, que ce soit du Bitcoin, de l'Ethereum ou autre, ça se faisait directement sur des plateformes d'échange du type Binance, OKX, Bybit, BitGet, de nombreuses plateformes d'échange américaines, asiatiques, européennes aussi, avec leurs propres régulations chacune. Euh, donc, l'objectif de ce talk, on va le décomposer en trois parties. Okay, donc, on va déjà se concentrer sur les fondamentaux des échanges centralisés et des échanges décentralisés. Ensuite, on va analyser les volumes qu'il y a sur ces deux grandes familles de plateformes d'échange, ok, et voir un petit peu les évolutions. Est-ce que le volume aujourd'hui est toujours majoritairement sur les échanges centralisés ou bien est-ce qu'il commence petit à petit à se diriger de plus en plus vers les échanges décentralisés? Et puis, on va ensuite, dans une dernière partie, étudier du coup un cas concret, donc Hyperliquid. Et là, ça va nous concerner directement avec tous les membres d'Artena. Comme vous le savez aujourd'hui, c'est sur cet échange-là décentralisé qu'on vient effectuer notre stratégie d'arbitrage. Donc, on va passer à la partie 1. Ok, donc qu'est-ce que c'est qu'un échange centralisé? Concrètement, on dépose les fonds sur une plateforme. Ok, avant de déposer les fonds sur cette plateforme-là, on doit bien entendu vérifier son identité, ok, avec un KYC, le lier avec un compte, un numéro de téléphone qui est vérifié, et forcément, il y a une communication potentielle entre l'État, par exemple, et la plateforme d'échange centralisée, notamment pour les impôts ou pour vérifier que l'argent ne vient pas
de commerce frauduleux, si je puis dire, ce qu'on appelle de l'AML, donc pour voir si l'argent ne vient pas du blanchiment d'argent ou ce genre de choses. Donc ça pose quelques petites barrières à l'entrée, mais par contre, on est sur des plateformes qui sont robustes, ok, sur lesquelles on a des volumes de plusieurs milliards de dollars. Voilà, donc Binance étant la plateforme numéro une encore à l'heure actuelle, qui est régulée. Les banques aussi utilisent ce genre de plateforme-là pour effectuer leurs échanges. Donc voilà, c'est centralisé. Euh, Pourquoi on dit que c'est centralisé? Parce que toute l'infrastructure, elle dépend uniquement, si vous voulez, du code ou du logiciel que Binance propose. Et à partir du moment où vous déposez vos fonds dans n'importe quelle plateforme, ça veut dire que vous donnez la propriété des fonds à la plateforme. Okay, contrairement aux échanges décentralisés. Comment ça marche après? Vous vous dites, une question qui revient souvent, c'est que moi, demain, j'achète un Bitcoin. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où quelqu'un achète un actif, il y a forcément un vendeur derrière. Okay, on ne peut pas acheter si personne ne veut me vendre le produit en question. Donc, comment ça marche? Comment on match, si vous voulez, les acheteurs et les vendeurs sur les échanges centralisés? On les match via des order books. Okay, donc, un order book ou carnet d'ordre en français, c'est tout simplement une liste d'ordres. Ok, donc moi, je vais dire, par exemple, moi, je veux vendre mon Bitcoin à 102 000 dollars. L'ordre est envoyé à la plateforme d'échange centralisée. Il est stocké dans ce carnet d'ordre. Dès lors que quelqu'un veut acheter le Bitcoin à 102 000 dollars, il va venir ce qu'on appelle remplir mon ordre. Et donc, moi, j'aurais vendu mon Bitcoin à cette personne-là. On est bien d'accord que aujourd'hui, on peut acheter du Bitcoin entre guillemets à n'importe quel prix. C'est-à-dire que demain, il est à 99 000 dollars et 1 centime, et ben, il y aura un ordre de vente. À 2 centimes, il y en aura un, il y en aura un, il y en aura un. On est bien d'accord qu'il y a pas, c'est pas, derrière chaque ordre ne se cache pas forcément un seul humain. Il y a des market makers, c'est-à-dire c'est des entreprises okay, qui ont énormément de liquidités, d'accord, et qui vont venir gagner de l'argent tout simplement en plaçant des ordres. Ces entreprises-là vont placer des ordres sur sur une plage de prix de 50% en haut et 50% en bas. Okay, donc entre 50 000 dollars et 90 000 dollars, ils vont mettre des ordres d'achat. Et entre 91 000 dollars et 150 000 dollars, ils vont mettre des ordres de vente. Okay. Dès que ces ordres-là vont être remplis, ils vont être payés une petite partie, 0,01% selon les plateformes d'échange. Et c'est comme ça qu'on a de la liquidité constante sur les carnets d'ordre que ce soit dans les échanges centralisés ou décentralisés. Okay, donc ça permet voilà, un matching d'ordre qui soit rapide. On a une infrastructure qui est off-chain. Donc quand on parle de off-chain et on-chain, ça veut dire quoi? Off-chain, ça veut dire que ce carnet d'ordre-là, il n'est pas sur la blockchain. Okay, donc on n'a pas de traces sur la blockchain qui soit immuable. C'est vraiment dans les serveurs de Binance, dans les serveurs de Bybit, que tout ça, qu'on a tout l'historique des ordres et que tous les ordres sont placés et matchés. Donc, euh, les avantages, c'est que l'exécution est super rapide, ok, parce que c'est géré par des gros serveurs qui sont fournis par ces plateformes d'échange-là. On a une forte liquidité parce qu'ils font appel à des market makers, ok, des entreprises tierces qui vont venir déposer la liquidité sur ces carnets d'ordre-là, de manière à ce que vous, en tant que client de cette plateforme-là, vous puissiez à tout moment soit acheter l'actif ou soit le revendre. D'accord? Et ne pas, par exemple, à l'instar, moi je prends toujours comme comparatif eBay. Vous voyez, sur eBay aujourd'hui, voilà, vous voulez acheter, ou sur Le Bon Coin, voilà, pour les Français, vous voulez acheter une voiture à tel prix, bon, bah, il faut qu'il y ait un vendeur qui vous la vende à ce prix-là exact. D'accord? Et donc, c'est pas dit. Vous pouvez attendre 2, 3, 4 jours avant de pouvoir trouver une offre qui vous corresponde. Là, sur les carnets d'ordre, mathématiquement, la plupart du temps, on a des offres sur tous les prix et de la demande aussi sur tous les prix. Donc, ça garantit une forte liquidité. Ok. Ce qui est bien, c'est que ces plateformes d'échange-là, on a souvent des applications qui sont très bien développées. Donc, niveau côté utilisateur, c'est pour ça que ça a été adopté majoritairement, ok, parce que les carnets d'ordre, c'est pas propre à la crypto. C'est en fait, si vous voulez, le standard qui est utilisé en finance traditionnelle. Aujourd'hui, vous voulez acheter une action ou vous tradez sur le Nasdaq ou le S&P, ça marche pareil. Il y a des carnets d'ordre, des market makers, ok, et des traders, tout simplement. Ça marche comme ça. Il y a tout le temps trois acteurs dans un marché financier. La plateforme d'échange, ok, qui elle délivre l'infrastructure, ok, donc l'environnement pour les traders. Le deuxième acteur, ce sont les market makers ou les faiseurs de marché en français, même si ça se dit pas trop.
Et le troisième acteur sont les traders. Voilà, ça marche tout le temps comme ça, tout le temps trois acteurs. Plateforme d'échange, market maker et les traders. Alors, les risques sur les plateformes d'échange centralisées, donc c'est ce qu'on y a le risque de contrepartie. Le risque de contrepartie, c'est quoi? C'est tout simplement, imaginons que Binance ait un hack, ou bien même que Binance se fasse attaquer en justice par la SEC, ou bien les institutions financières en Europe, en Asie, peu importe dans quel pays. On peut avoir des problèmes de régulation et ils peuvent potentiellement geler les fonds, bloquer les fonds des utilisateurs pour X ou Y raison, ou bien même s'ils ont jugé que vos fonds n'étaient pas assez déclarés, entre guillemets, ou qu'ils ne pouvaient pas attester de la provenance de vos fonds, ils peuvent, avec un bouton, bloquer vos fonds, geler vos fonds, comme bon leur semble, entre guillemets, bien sûr. Donc voilà, on est dépendant d'un acteur central. C'est les majeures contreparties des plateformes d'échange centralisées. En ce qui concerne les plateformes d'échange décentralisées, okay, donc les DEX, elles fonctionnent sans intermédiaire, ou du moins avec ou sans ou hybride. On va rentrer dans les détails un peu plus tard. Donc, qu'est-ce que ça garantit? Ça garantit la propriété ou la souveraineté des fonds des utilisateurs. Okay, donc, les utilisateurs gardent le contrôle de leurs fonds. Ils interagissent directement avec des smart contracts. Excusez-moi. Avec des smart contracts, okay, donc comme sur Hyperliquid ou sur Uniswap, pour ceux qui connaissent. Les transactions sont transparentes parce qu'elles sont exécutées on-chain, okay, à l'instar des plateformes centralisées qui, elles, sont exécutées off-chain. D'accord. Donc là, on est on-chain. Chaque transaction est enregistrée sur la blockchain et donc est immuable. Dès lors qu'une transaction est rentrée dans la blockchain, on ne peut ni la modifier ni la supprimer. Elle sera là tout le temps. C'est comme si vous avez, si vous voulez, un carnet avec de l'encre magique et vous pouvez ni déchirer les pages ou bien effacer l'encre. Donc c'est un point positif pour la transparence et la traçabilité des fonds. Okay, donc ça permet de vérifier chaque transaction. Donc on vient supprimer ici le risque de custody. Donc la custody en anglais, c'est tout simplement la propriété des fonds. Okay, parce que vous gardez vos fonds via des smart contracts, bien entendu. Hein, vous déposez de l'argent dans vos smart contracts, mais vous êtes les seuls acteurs à pouvoir retirer cet argent-là. C'est pour ça qu'on parle de custody ici. Mais par contre, les contraintes, et c'est pour ça que pendant de nombreuses années, jusqu'à 1 an, 2, 3 ans, où ça a commencé un petit peu à évoluer, mais on avait énormément de latence. Okay, donc aujourd'hui, par exemple, des traders comme nous qui avons des algorithmes où on trade sur la milliseconde, trader sur des plateformes décentralisées, pour l'or, c'était impossible. Okay, avant qu'une transaction soit validée dans la blockchain, on devait attendre 3 secondes, 5 secondes, des fois même plus, 15, 30. Donc, c'était pas possible pour des institutionnels, pour des fonds d'investissement de trader sur des plateformes décentralisées. Et donc, c'est pour ça que la majorité du volume est resté sur les plateformes centralisées. Donc, beaucoup de latence, plus de frais aussi également, généralement, parce que forcément, il y avait les infrastructures étaient des fois un peu plus coûteuses. Également, il y avait moins de liquidités, donc ces plateformes-là devaient se rémunérer avec beaucoup plus de frais. Et il y avait une complexité technique derrière parce qu'on avait une autre dimension qui était ajoutée et qui est celle des smart contracts. Donc, même si les smart contracts, ça garantit la propriété des fonds, bah, c'est une autre technologie, donc ça véhicule de nouveaux risques. C'est un marché qui était très jeune, donc plus de risques, moins d'historique, si vous voulez. C'était pas quelque chose qui se faisait dans la finance traditionnelle. Donc, on est vraiment sur une nouvelle technologie qui est arrivée avec Ethereum. Et donc, ça a rajouté cette complexité technique au niveau des échanges décentralisés. Alors, ce qu'il faut savoir dans les échanges décentralisés, c'est qu'on a deux grosses familles. Okay, la première famille, pour faire le parallèle avec les échanges centralisés, ce sont des échanges décentralisés, donc des DEX avec des carnets d'ordre ou order book. Okay, donc, les mêmes carnets d'ordre que vous avez sur Binance, okay, donc ces carnets d'ordre-là qui attestent des ordres d'achat et de vente, sont reproduits sur la blockchain, okay, avec ce qu'on appelle des bids et des asks. Un bid, c'est quoi? C'est tout simplement un ordre d'achat. Et un ask, c'est un ordre de vente. Voilà. Donc ça, c'est un standard en finance. On appelle ça les bids et les asks. Donc pareil, ça marche exactement pareil. Donc Hyperliquid fait partie de cette famille d'échanges décentralisés là. Donc fonctionne uniquement avec des order books, au même titre que DYDX,
GMX aussi pour les plus anciens, ceux qui connaissent, ou bien d'autres Aster, Lighter, Paradex. Et aujourd'hui, on remarque qu'on a de plus en plus de plateformes décentralisées qui fonctionnent avec des order books. Pourquoi? Parce que les order books, c'est ce qu'on utilise en finance depuis 30, 40, 50 ans, voire même plus. Et donc, on n'utilise pas par hasard ou parce que tout le monde s'est dit, bon, on utilise ça parce qu'on a envie. Non, c'est parce que c'est la manière la plus efficiente, si vous voulez, de matcher des acheteurs et des vendeurs. Donc, la deuxième famille, ok, donc ça c'est la première famille, ce qu'il faut savoir historiquement, d'échanges décentralisés qui est arrivée, ok. Donc c'est ce qu'on appelle les échanges décentralisés avec des pools de liquidité ou AMM, Automated Market Maker. Qu'est-ce que c'est une pool de liquidité? On a tout simplement un smart contract, ok, et on a ce qu'on appelle des providers de liquidité, donc des personnes, ok, tierces, qui elles ne sont pas traders, mais qui vont dire, d'accord, la plateforme décentralisée, elle a besoin de liquidité, parce que moi, si demain je veux vendre ou acheter, il faut bien qu'il y ait de l'argent, ou bien des bitcoins, ou bien des USDT, que je puisse acheter ou vendre pour récupérer mes USDT. Donc, on va solliciter des providers de liquidité pour déposer soit des USDT ou soit des BTC, okay, dans une pool, concrètement dans une paire BTC USDT. Et donc, ils vont déposer leurs sous dans la pool de liquidité. Et en contrepartie, à chaque fois qu'un trade va être exécuté, ils auront tout simplement des fees qui leur seront redistribués. Donc voilà, ça marche comme ça. C'est en fait le système qu'ils ont trouvé pour remplacer les market makers. Et c'est pour ça qu'on appelle ça, ces plateformes décentralisées-là, des AMM, donc en anglais Automated Market Maker. Donc en fait, on vient automatiser le système de market making en sollicitant des providers de liquidité qui vont déposer soit du Bitcoin, soit de l'USDT en fonction de la paire, ou bien de l'Ethereum, de l'USDT. On aura une pool pour chaque actif. Et donc, dès lors que moi, je vais vouloir acheter, si vous voulez, de l'Ethereum, bah, en fait, le provider de liquidité, il a mis de l'argent dans la pool. La pool va me donner les Ethereum et moi, je vais lui donner en même temps mes USDT. Et puis après, ça va relancer la pool. Si demain, je veux revendre mes Ethereum, bah, je vais renvoyer mes Ethereum à la pool de liquidité et la pool de liquidité, automatiquement, elle va me renvoyer mes USDT. Et donc, tout ça, c'est régi sous un smart contract qui gère cette pool de liquidité-là. Alors, le problème de ce système-là, c'est que c'était assez coûteux en termes de frais. Si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée, généralement, quand vous faites un achat ou une vente sur ces plateformes décentralisées avec pool de liquidité, vous payez 0,3% de frais. Alors, ça paraît peu comme ça, 0,3% de frais, mais ça représente quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Okay, donc, par exemple, sur Binance, vous payez 0,1%. Sur Hyperliquid, vous payez 0,045%. Donc, on divise les frais par 3, voire même par 10 sur certaines plateformes. Okay, donc, c'était assez cher. Par contre, ça permettait de ne pas avoir de market maker, okay, d'avoir quand même de la liquidité, et tout ça sur les smart contracts. Donc, de manière totalement automatisée, décentralisée. Et donc, ça vous permettait aussi de garder l'argent sur votre wallet crypto. Donc, ce modèle-là, c'est ce qui a créé ou ce qui a permis l'explosion de la DeFi. La DeFi, qu'est-ce que c'est? C'est un acronyme, encore une fois. Donc, il y aura beaucoup d'acronymes et puis plus tard, on pourra vous partager des documents plus étayés avec des lexiques pour que vous puissiez vous familiariser avec tous ces acronymes-là. Donc, DeFi, ça veut dire quoi? Decentralized Finance. Okay, donc, c'est la finance décentralisée. Donc, dans la finance, on a le trading, on n'a pas seulement ça. On a aussi les prêts, les emprunts. Quand vous allez chez votre banque, par exemple, vous allez chez Crédit Mutuel, vous faites un emprunt, etc. Voilà, ça c'est de la vraie finance. Et on a aussi les équivalents. Donc on peut aussi très bien en crypto aujourd'hui emprunter de l'argent ou contracter des prêts de manière décentralisée via les smart contracts. Okay, donc ça c'est la DeFi dans le sens global. Ça englobe les plateformes d'échange décentralisées, ça englobe les plateformes de prêts aussi décentralisées. Voilà, et aussi les plateformes de stacking. Le stacking, vous voyez ça un petit peu comme de l'épargne, ou bien même Artena par exemple, qui serait l'équivalent en finance traditionnelle d'un PEL ou bien de plans d'investissement, de produits d'investissement dans des banques traditionnelles. Donc, ce que ça permet aussi, c'est un listing permissionless. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai, admettons, 100 000 dollars. Je peux très bien aller sur une plateforme décentralisée et ouvrir ma propre paire Bitcoin Ethereum, par exemple, pour toutes les personnes qui voudraient échanger du Bitcoin contre de l'Ethereum. Quel avantage j'aurais à faire ça? Tout simplement parce que je vais ouvrir ma paire, je vais mettre mes 100 000 dollars dans ma pool de liquidité, et à chaque fois qu'il y aura une opération, un achat ou une vente, je vais récupérer les frais. Donc, c'est tout simplement un moyen de générer du revenu via des frais sur le trading dans les plateformes décentralisées. Donc, comme j'en ai parlé un petit peu avant, les limites de ces plateformes-là, c'était que le capital était assez inefficient, ok, parce que vous vous doutez bien que quand on pose juste de l'argent comme ça dans des poules de liquidité sans gestion, ok, d'un carnet d'ordre, par exemple, parce qu'on n'en a pas tout simplement, et ben, le capital n'est pas maximisé. Ok, parce que la poule de liquidité, elle répartit l'argent de manière uniforme sur une plage de prix entre, par exemple, 20 000 dollars et 200 000 dollars concernant le prix du Bitcoin. Sauf qu'aujourd'hui, le Bitcoin, il est à peu près à 70 000 dollars. Bah, il n'y a personne qui achète du Bitcoin à 20 000 dollars parce que le prix est à 70 000. Okay, donc, la liquidité qui est bloquée à 20 000, à 30 000, elle ne travaille pas. Donc, quand une liquidité ne travaille pas, on dit que le capital est inefficient. Okay, on veut tout le temps que le capital travaille. Et donc, c'est pour ça que les carnets d'ordre sont beaucoup plus répandus maintenant et utilisés en finance traditionnelle. Ok. Donc, on avait aussi du slippage. Donc, le slippage, c'est quoi? Tout simplement, moi, je veux acheter, par exemple, aujourd'hui, le Bitcoin, il a un prix X, 80 000 dollars, on va dire. Je veux acheter 1 million d'euros de Bitcoin. Ok. Si je veux acheter 1 million d'euros de Bitcoin à 80 000 dollars, il faut que derrière, j'ai une offre. Donc, quelqu'un qui veut vendre ce Bitcoin-là de 1 million, il veut vendre l'équivalent de 1 million de dollars de Bitcoin à 80 000 dollars pile. Si j'ai que une personne qui vend 500 000 dollars, ok, à 80 000, et une autre derrière qui vend encore 500 000, mais à 82 000, et ben, mon prix moyen sera de 81 000 et non pas 80 000. Donc en fait, cette petite différence entre 80 et 81 000, c'est ce qu'on appelle le slippage ou le glissement en français. Voilà. Donc, concernant l'évolution du marché, euh, donc déjà, avant de partir sur la partie 2, je vais revenir sur le chat. Si vous avez quelques questions, n'hésitez surtout pas. OK. Donc, voilà, on peut. Bonjour, tu travailles. Pour les questions, Kate, on y répondra demain dans le call du dimanche, OK, concernant la structuration. À quel point les marchés sont-ils réellement libres aujourd'hui et dans quelle mesure sont-ils orientés ou manipulés par les market makers, les fonds et les acteurs disposant d'informations privilégiées? Alors ça, c'est une très très bonne question. Alors, les marchés sont libres aujourd'hui, ok, parce que libre dans le sens où tout le monde est libre de placer un ordre d'achat ou de vente à n'importe quel prix. Par contre, concernant la deuxième partie de ta question qui est très intéressante, à quel point ils sont manipulés? Bah, on va pas se mentir, ils sont quand même énormément manipulés. Mais tout simplement, le jeu, il est assez simple. Celui qui a la plus grosse liquidité sur les marchés, il est capable de manipuler les cours. Okay, les market makers, faut pas les voir. Ils sont souvent décrits comme les grands méchants loups, mais pas forcément. Okay, les plateformes d'échange manipulent beaucoup plus les marchés que les market makers. Par contre, bien sûr, si aujourd'hui un market maker, c'est lui qui réalise 50% du volume sur une plateforme, et bah forcément le prix, il est dépendant au moins à un pourcentage non significatif, enfin significatif pardon, de ce market maker là. Ok. Si demain il décide de mettre des spreads de X ou Y%, ou bien même de mettre des faux ordres, du spoofing par exemple, pour faire croire qu'il y a énormément d'ordres d'achat qui vont arriver et puis de les enlever juste avant qu'ils soient remplis, ça aussi c'est des pratiques courantes qui se fait. Bon, on a des plateformes, on a des institutions financières qui sont là pour réguler tout ça, mais la réalité est que les marchés seront toujours manipulés, mais la décentralisation en finance est là pour amener de la transparence et du coup limite les manipulations. C'est beaucoup plus dur aujourd'hui de manipuler un marché sur la blockchain que ça l'est dans une plateforme centralisée. Tout simplement parce que les ordres sont publics. Donc n'importe qui est capable, n'importe qui, hein, je pèse mes mots, mais n'importe qui avec des connaissances voilà, en data, on va dire,
est capable de retracer tous les ordres qui ont été placés et puis de voir comment les marchés ont été manipulés ou non s'ils l'ont été. Donc la finance décentralisée, moi je pense personnellement que c'est quand même un pas pour tout simplement identifier ces comportements de manipulation. Et c'est pour ça qu'en crypto, on voit souvent beaucoup plus d'affaires de ah, ça a été manipulé de telle ou telle manière, mais pas parce qu'il y a plus de personnes qui manipulent en crypto. C'est juste parce que c'est beaucoup plus facile de les voir. Donc c'est pour ça qu'il y a plus d'affaires qui sortent sur les médias, sur la crypto. Bon, tel crypto a été manipulé par tel market maker. Voilà, on a eu Godbit, par exemple, pour ceux qui connaissent dans les précédentes années, ou d'autres market makers, hein, je ne vais pas citer d'autres noms. Mais en finance traditionnelle, croyez-moi qu'il y a même c'est même voire pire, ok, parce que les volumes d'argent qui sont tradés sont beaucoup plus conséquents. Donc, je vais repartager mon écran. On va passer donc à la partie analyse de marché. Ok. Donc, sur la partie 2, donc, concernant l'évolution du marché. Donc, on a observé depuis 2-3 ans quand même une montée en puissance des échanges décentralisés. Ok. Donc, on avait une domination quasi totale des plateformes centralisées. Mais les DEX représentent désormais plus de 10% du volume spot global. Donc, le volume spot, c'est tout simplement quand on achète du Bitcoin ou de l'Ethereum ou une crypto sans levier. Okay, donc, on l'achète, on l'a sur le wallet. Okay, ce n'est pas une position avec un levier, ce n'est pas un short, ce n'est pas un long. Une position spot, on peut soit acheter, soit revendre, c'est tout. Donc, en 2025, on a atteint à peu près des pics supérieurs à 20%. Okay, donc, c'était la première fois qu'on avait 20% du volume spot global en crypto qui était sur des plateformes décentralisées. Avant, il y a quelques années, on n'était même pas à 1, 2, 3% du volume qui se passait sur ces plateformes-là. Donc, on a une grosse croissance qui a été majoritairement poussée aussi par Hyperliquid. On a eu Uniswap au début. Okay, Uniswap, si vous voulez, c'est les leaders des plateformes décentralisées avec des pools de liquidités. Et Hyperliquid, aujourd'hui, c'est le leader des plateformes décentralisées avec des carnets d'ordre. Donc voilà, une grosse croissance, et particulièrement sur les dérivés. Donc, qu'est-ce qu'un dérivé? Okay, on refera une partie académie pour les produits dérivés, mais je vais déjà vous expliquer simplement ce que c'est. En finance, si vous voulez, je vais résumer à deux familles. Nous avons les produits sous-jacents ou le spot. Okay. Donc là, j'achète du Bitcoin, je le détiens, je le revends quand je souhaite le revendre, mais c'est vraiment du Bitcoin. D'accord. Les produits dérivés, c'est quoi? Aujourd'hui, quand vous allez sur Hyperliquid ou sur n'importe quelle plateforme, pour ceux qui ont entendu parler des trades avec levier. Donc un trade avec levier, c'est quoi? Demain, j'ai 10 000 euros. Je veux trader avec levier, donc je veux trader 30 000 euros de Bitcoin, mais je n'ai que 10 000 euros disponibles dans mon portefeuille. Comment je peux faire? Je vais alors trader des contrats dérivés. Un contrat dérivé, c'est quoi? C'est tout simplement un actif synthétique. Okay, on va répliquer le prix du Bitcoin, d'accord? Et sur ce contrat-là, on va permettre aux traders d'emprunter de l'argent à la plateforme, okay, de manière synthétique, et de pouvoir trader avec plus de capital qu'on a. Donc, concrètement, j'ai 10 000 euros dans mon capital, je veux une taille de position de 30 000 dollars, donc je vais venir emprunter 20 000 dollars en utilisant un levier. Okay, donc moi, là, mon levier, il va être un levier x3. Okay, je passe de 10 000 à 30 000, je suis un levier x3, j'ai emprunté 20 000 dollars. Et qu'est-ce que ça pose après comme contrepartie? Pour que la plateforme ne soit pas en perte si jamais je perds mon argent, okay, parce que j'ai fait un trade, je mise à la hausse, malheureusement, le prix du Bitcoin chute, okay, de 50%. Qu'est-ce qui se passe? Quand je prends un levier x3, la plateforme, en fait, moi, je vais hypothéquer mes 10 000 dollars. Donc, je vais passer mes 10 000 dollars à la plateforme. Et la plateforme va dire, OK, Giovanni, pas de souci, on vous prête 20 000 dollars. Par contre, si le prix du Bitcoin descend de 30%, okay, de 33% pour être précis, on va prendre vos 10 000 dollars et on va fermer votre position. Comme ça, on ne sera pas endetté, on récupère les 10 000 dollars. Vous avez perdu vos 10 000 dollars, malheureusement. Mais voilà, la plateforme n'est pas endettée. Et c'est comme ça qu'elle peut garantir ses prêts, entre guillemets, ou ses produits synthétiques via des produits dérivés. On a plusieurs catégories de produits dérivés aussi. On a des options, différents types d'options, différents types de contrats perpétuels, des futurs, etc. On y viendra aussi dans un autre
dans une autre présentation parce que c'est assez large et c'est la partie de la finance, je dirais, qui est la plus compliquée et celle qui est la moins démocratisée pour le grand public. Donc, justement, ces produits dérivés-là, donc la possibilité de venir trader avec levier, ça a été démocratisé par Hyperliquid, ok, dans le domaine de la finance décentralisée, ok, sur les DEX. Et donc, on a énormément de volume aujourd'hui sur Hyperliquid. D'ailleurs, on a plus de volume sur les contrats dérivés, donc avec levier, que sur le marché spot. Et on en a aussi plus sur les plateformes centralisées d'ailleurs. Parce que forcément, on peut utiliser des prêts. Donc voilà, un fonds d'investissement qui a 10 millions de dollars sous gestion, et ben, au final, il peut très bien prendre des positions à 100 millions de dollars, 50 millions de dollars, donc ça fait plus de volume mathématiquement. Donc, pour le cas des produits dérivés, donc grosse croissance, ok, ils capturent une part croissante du volume. Pourquoi? Parce que les traders recherchent de la transparence, ok, notamment sur les produits dérivés. Comme on a de la liquidation, on a de l'hypothèque, donc on veut être sûr que la plateforme me liquide à 33% ou à 32 ou à 31 selon les seuils qu'elle a mis et qu'elle me liquide pas à 28 ou 29, d'accord? Donc on veut être sûr que tout simplement les plateformes respectent les contrats lorsqu'elles proposent des produits dérivés. On a aussi un accès, ok, parce que ce que j'ai peut-être omis de dire précédemment, c'est que bien entendu, sur les plateformes décentralisées, nous n'avons pas de KYC, ok, donc pas de vérification d'identité, dès lors que vous vous connectez avec un wallet Web3, donc MetaMask, euh, Bravos, Rabil Wallet, Phantom, et j'en passe. Donc ça, c'est ce qui a aussi permis la démocratisation des échanges décentralisés. C'est cette barrière à l'entrée-là qui a été retirée, qui est tout simplement la vérification d'identité et qui ça permet à tout le monde aujourd'hui. Vous avez un téléphone, vous êtes dans n'importe quel pays, vous pouvez créer un wallet MetaMask, déposer des fonds dessus et puis venir trader des produits dérivés qui étaient pour l'or disponibles que sur certaines plateformes centralisées. Et par exemple, dans certains pays, par exemple aujourd'hui en France, vous ne pouvez pas trader les produits dérivés sur Binance, à moins que vous soyez considéré comme professionnel, etc. Mais donc voilà, c'est assez régulé les produits dérivés, donc les trades avec levier, les options, etc. Et donc Hyperliquid, ça a permis aujourd'hui à tout le monde de pouvoir s'exposer à ce type de produit-là. Donc, bien sûr, même si moi je pense que le volume va continuer de se diriger progressivement vers les plateformes décentralisées, les plateformes centralisées resteront quand même toujours là. Pourquoi? Parce qu'elles garantissent la régulation. Elles permettent aussi de déposer des fiat, ok, donc des fiat, une monnaie fiduciaire, de l'euro, du dollar, etc. Sur Hyperliquid, je ne peux pas déposer du dollar, je peux déposer des stablecoins. L'onboarding aussi, il est quand même assez facile. Et puis, elles ont des applications, elles sont beaucoup plus régulées. Les institutionnels préfèrent trader sur ces plateformes-là, juste à cause du cadre réglementaire, tout simplement. Les plateformes décentralisées, elles ont beaucoup moins de barrières à l'entrée. Du coup, ça leur permet aussi d'innover beaucoup plus facilement. D'accord, on viendra après sur la partie Hyperliquid et on va voir les différentes innovations qu'Hyperliquid a apportées et comment ils ont pu prendre de l'avance sur leurs plateformes concurrentes aujourd'hui, qui sont Binance et les plateformes centralisées. On a les produits dérivés et on a aussi la composabilité. Donc la composabilité sur les plateformes décentralisées, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de, par exemple, on a une plateforme décentralisée Hyperliquid, elle peut très bien se connecter avec une autre plateforme décentralisée, AAVE, qui, elle, permet de faire des prêts et des emprunts. Donc tout est connecté via la blockchain. Voilà, vous voyez ça un petit peu comme des poupées russes. C'est beaucoup plus facile de connecter différentes plateformes d'échange sur la blockchain que de le faire entre plateformes centralisées. Pourquoi? Parce que sur la blockchain, on a des standards. C'est-à-dire que tout le monde utilise certains types de smart contracts. Les codes sont visibles. Donc demain, si je veux intégrer, par exemple, Hyperliquid, je veux créer une plateforme d'échange décentralisée, ok, sur, je sais pas moi, les cartes Pokémon, je peux très bien intégrer Hyperliquid pour avoir des carnets d'ordre décentralisés ou tout ce genre de choses. Donc maintenant, venons-en à notre échange préféré, Hyperliquid. Donc Hyperliquid, c'est un DEX, ok, qui propose des produits dérivés, mais pas seulement aussi. Hein. On propose aussi du spot. C'est pas seulement un protocole DeFi, ok, donc c'est vraiment une infrastructure optimisée pour le trading, ok, avec beaucoup de codes et d'innovations qui ont été faites par les fondateurs. Donc, ils ont créé leur propre blockchain, bien sûr, pour sortir leur plateforme décentralisée.
La plupart des plateformes décentralisées, avant, c'était sur Ethereum ou bien sur des blockchains sous-jacentes à Ethereum, notamment Arbitrum, Optimism ou bien d'autres blockchains. Mais eux, ils ont pris le choix de créer leur propre blockchain qui est en fait optimisée pour ce cas d'usage-là, qui est les plateformes d'échange décentralisées avec des produits dérivés. Hyperliquid sur une blockchain dérivée, sur une blockchain dédiée, ok, avec des carnets d'ordre, pour permettre une latence très faible, ok, une exécution rapide de tous les ordres et une expérience très très proche d'un échange centralisé type Binance. Aujourd'hui, quand vous tradez sur Hyperliquid, vous le verrez hein, sur l'interface, et vous mettez Binance et Hyperliquid à côté, franchement, vous n'êtes pas dépaysé du tout. Ce sont les mêmes carnets d'ordre, vous avez les mêmes types d'ordres, vous pouvez faire des ordres limites, des ordres marchés, vous avez vos leviers qui sont gérés pareil, voilà. L'interface utilisateur, elle est vraiment familière pour toutes les personnes qui tradaient auparavant sur Binance. Et donc, c'est ça aussi qui a permis la grande adoption. C'est qu'au début, une personne qui passe de Binance à Uniswap, ok, donc Uniswap, je rappelle, les leaders sur les plateformes décentralisées euh, avec plus de liquidité, bah, c'est complètement différent. Ok, on a une interface utilisateur qui est beaucoup plus pas simple, mais avec beaucoup moins de détails. C'est assez dur de s'y retrouver si on n'est pas familiarisé vraiment avec la blockchain. Alors qu'Hyperliquid, on a quand même des informations qui sont là assez facilement et puis très visibles parce qu'ils ont tout simplement repris le modèle d'interface utilisateur de Binance et ce qui se fait chez les brokers aussi traditionnels. Voilà. Donc, ils n'ont pas voulu réinventer la roue à ce niveau-là. Et c'est ce qu'il faut pour diminuer les barrières à l'entrée. Voilà. Donc, contrairement à un index classique. Donc, les traders, ils peuvent utiliser tous les types d'ordres qu'ils avaient avant. Donc, des take profit, des stop orders. En fait, tout simplement, c'est quoi? Demain, j'ai une position sur le Bitcoin. OK, je viens d'ouvrir une position à la hausse. Je peux renseigner sur la plateforme le fait que, voilà, j'ai ouvert une position à 100 000 dollars. Je vais fermer la position dès lors que le prix atteindra 150 000 dollars de manière automatique. Ça, j'ai pas tous les jours à me lever pour regarder, ah, est-ce que j'ai atteint mon prix? Est-ce que j'ai atteint ma cible ou pas? Non, je mets mon ordre à 150 000 dollars. Dès que le prix touche ce niveau-là, la position est automatiquement fermée. Et pareil pour l'inverse. Okay, si jamais je veux couvrir mes pertes, je dis que voilà, je veux risquer uniquement que 20% de mon capital. Donc, je vais mettre ce qu'on appelle un stop loss à 80 000 dollars si je suis rentré à 100 000. Donc, là aussi, Hyperliquid a eu une grande adoption. C'est que elle a réussi à attirer des gros market makers, ok, avec du volume significatif. Et du coup, bah, qui dit market maker et volume dit liquidité. Parce que ce qu'il faut pour une plateforme, pour qu'une plateforme soit ait du succès, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait de la liquidité. S'il n'y a pas de liquidité sur une plateforme, ça ne peut pas passer. On aura beaucoup de slippage, on aura beaucoup de coûts, si vous voulez, de trading, et peu de liquidité, donc une incertitude dans le sens où, voilà, si j'achète aujourd'hui un actif sur cette plateforme-là, est-ce que je vais pouvoir le revendre au prix du marché ou bien au-dessus ou en dessous du prix du marché parce qu'il n'y a pas assez de liquidité. Donc voilà, il faut à tout prix de la liquidité. Et donc, ils ont réussi à attirer beaucoup de market makers. Il faut savoir, pour la petite histoire, que le fondateur d'Hyperliquid était un ancien market maker sur Wall Street. Okay, donc, ils ont des boîtes qui tournent encore d'ailleurs aujourd'hui, hein, des boîtes quantitatives qui font des stratégies comme on fait chez Artena, voilà, sur Wall Street, sur les marchés traditionnels. Et donc, c'était des très, très, très gros market makers. Ils ont fait aussi beaucoup de market making sur Binance. Et donc, au début, ce qu'ils ont pu faire et su faire, c'est tout simplement faire leur market making eux-mêmes. Donc, ils avaient des fonds, bien entendu. Donc, ils ont fait énormément de market making. Il y avait du coup beaucoup de liquidités pour un échange de ce type-là. Ça a ramené beaucoup de traders. Et puis ensuite, bah, d'autres market makers sont venus parce qu'ils ont vu un marché efficient. Et donc, Hyperliquid ne paye pas de market maker aujourd'hui. Ce sont les market makers qui viennent d'eux-mêmes pour réaliser des profits sur les carnets d'ordre. Donc voilà. Donc là, on va rentrer dans la dernière partie qui est les marchés HIP3. Donc là, c'est très 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 important, surtout parce que ça concerne directement la stratégie qu'on a sur Artena. Donc qu'est-ce que c'est que les marchés HIP3? On va dire la définition. Donc les marchés HIP3, ça permet de créer des marchés dérivés de manière permissionnelle, donc sans permission, de manière automatique. Concrètement, n'importe qui aujourd'hui peut lancer un marché sur n'importe quel actif
donc lancer un marché sur Hyperliquid. Okay. Donc les marchés HIP3, c'est tout simplement la technologie d'Hyperliquid qui permet à tout à chacun de venir lancer un marché sur une classe d'actifs. Okay. Ça peut être des matières premières, ça peut être des cryptos, ça peut être des actions, des indices, peu importe. Tout ça en utilisant l'infrastructure d'Hyperliquid, ses smart contracts, sa blockchain, son interface utilisateur, et aussi bénéficier de la visibilité d'Hyperliquid qui va ramener les market makers et donc de la liquidité. Donc, chaque marché est configuré avec un oracle. Un oracle, c'est tout simplement, demain, je vais créer un marché sur l'or. Il faut bien que j'ai le prix de l'or qui soit retranscrit sur ma plateforme. Donc, un oracle, c'est tout simplement un algorithme qui va aller regarder le prix de l'or sur la bourse de New York, par exemple, et puis qui va ensuite le retranscrire sur la plateforme. Okay, donc, on peut vraiment créer un marché de A à Z en utilisant l'infrastructure d'Hyperliquid. Donc ça, c'est génial. Pourquoi? Parce que du coup, les acteurs qui créent des marchés n'ont pas à redévelopper toute l'infrastructure qui est quand même assez lourde d'Hyperliquid, et ils ont juste à se concentrer sur, OK, quel actif je veux lister sur Hyperliquid et comment je trouve la liquidité. Voilà, c'est les deux choses sur lesquelles ils ont à se concentrer. Donc, ça transforme et ça transcende les plateformes d'échange décentralisés classiques. Et du coup, Hyperliquid ne devient plus juste un DEX classique, mais vraiment une infrastructure de trading décentralisée qui permet à d'autres acteurs de venir créer des nouveaux marchés. Donc, l'impact premier que ça a eu, c'est la tokenisation des actifs ou bien la tokenisation des actifs réels, okay, ce qu'on appelle le RWA, Real World Assets, okay, les actifs du monde réel. C'est quoi? C'est l'or, c'est des actions de société, c'est vraiment des actifs réels, donc actions, matières premières, indices. Okay. Et donc ça, c'est une première en blockchain, parce que ça faisait quelques années qu'on en parlait, mais aujourd'hui, il n'y avait pas de plateforme décentralisée avec une liquidité suffisante où on pouvait venir trader de l'or, du pétrole, du S&P. Avant ça, avant Hyperliquid, la crypto, ça se résumait uniquement à vous tradez des cryptos, tout simplement. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, même une personne qui ne veut pas toucher à la crypto, elle peut utiliser Hyperliquid. Pourquoi? Parce qu'elle peut trader de l'or, okay, elle peut trader même du forex, elle peut trader des actions, des indices, comme on a vu auparavant. Donc, les implications, c'est la désintermédiation. Okay, donc, plus besoin d'un échange pour lister un actif. Okay, on peut lister directement sur Hyperliquid. Du coup, ça grossit le marché de manière significative. Donc, tout devient tradable dès lors qu'il y a un tiers qui a suffisamment de liquidité pour créer ce marché-là. Donc, les opportunités, beaucoup plus d'arbitrage parce que beaucoup plus de nouveaux marchés, okay, sur beaucoup plus de classes d'actifs différentes. Et donc, on va pouvoir faire de l'arbitrage comme on fait chez Artena entre différents marchés HIP3 qui ont listé de l'or, par exemple. Aujourd'hui, nous, deux marchés HIP3 qui sont très connus sur Hyperliquid, TradeXYZ et Felix Protocol. Okay, donc, ce sont deux entreprises qui ont décidé de lister des matières premières, des indices et des stocks. D'accord. Donc, on peut très bien trader de l'or sur le marché HIP3 TradeXYZ, mais on peut aussi le faire sur FLX. Comme ils ont tous les deux des oracles, les oracles ne sont pas exactement paramétrés de la même manière, ce qui fait qu'il y a des différences de prix sur le même actif. Mais on a quand même toujours ce retour à la moyenne, et c'est comme ça qu'on va venir faire de l'arbitrage statistique entre ces deux prix. Donc, pour conclure, historiquement, les SEX dominaient la performance, okay, donc beaucoup plus de volume, de la régulation, et puis c'était les premiers sur le marché. Les DEX sont en train de rattraper petit à petit les SEX en termes de volume et sont, je dirais, en train de les dépasser en termes d'innovation. Donc, comme on l'a vu là avec la tokenisation des actifs réels que fait à merveille Hyperliquid. Et donc demain, là, on a des acteurs comme Hyperliquid qui sont en fait des hybrides. Ils utilisent ce qui se fait de mieux sur les plateformes centralisées, donc le système de carnet d'ordre. Okay, ils ont jeté à la poubelle le système de pool de liquidité parce que le capital n'était pas assez efficient. Là, on vient utiliser le carnet d'ordre. On ne va pas réinventer quelque chose. C'est ce qui marche en finance depuis 150 ans. Donc,
on utilise ça et on utilise les avantages de la blockchain, la décentralisation, la transparence et le fait de pouvoir tokeniser les actifs du monde réel. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette partie et donc les marchés HIP3. D'accord. Maintenant, on va regarder quelques petites statistiques donc, sur Hyperliquid. Donc aujourd'hui, on a plus de 1 million d'utilisateurs sur Hyperliquid, ok, avec plus de 4,3 trillions de dollars de volume, donc total volume, hein, qui a été fait depuis la création d'Hyperliquid, donc c'est énorme, ok. 372 milliards de dollars de déposits, ok, donc d'argent qui ont été déposés sur la plateforme Hyperliquid et 368 milliards de retraits. Donc voilà, on voit qu'il y a des dépôts, des retraits, il n'y a pas d'argent bloqué, etc. Et donc, voilà, vous pouvez voir ici la croissance, ok, sur le total volume. Si on regarde, voilà, Hyperliquid, ça a commencé vraiment en janvier 2024, ok. Et puis ensuite, on a eu une croissance qui était assez gentille, je dirais, jusqu'à fin 2024. Et puis ensuite, en 2025, là, on a tout simplement explosé avec des pics de volume énormes. Sur plusieurs journées, plusieurs semaines, on a dépassé les volumes que faisait Binance. On a dépassé aussi l'open interest. Donc, l'open interest, c'est quoi? Là, c'est une data que vous verrez souvent. Très important. L'open interest, c'est très simple. Vous allez sur une plateforme d'échange, vous prenez la taille des positions, donc de toutes les positions qui sont ouvertes sur la plateforme d'échange, et donc ça, c'est l'open interest. Toutes les personnes qui ont des shorts, toutes les personnes qui ont des longues, vous additionnez tout ça, et donc ça vous donne, si vous voulez, toutes les positions ouvertes, la valeur de toutes les positions ouvertes sur une plateforme d'échange donnée. Donc voilà, une très très grosse croissance sur Hyperliquid. Beaucoup de liquidations aussi. Donc les liquidations, il faut savoir, c'est que les plateformes d'échange, elles prennent des frais sur les liquidations. On voit qu'ils font pas mal de revenus grâce à ça aussi. Euh, et donc, voilà, il y a beaucoup de nouveaux utilisateurs aussi qui viennent sur Hyperliquid. Hein. Là, on vient, d'ailleurs, je viens de voir ça à l'instant comme vous, on est sur un pic de nouveaux utilisateurs sur Hyperliquid. Donc vraiment, la croissance d'Hyperliquid, elle fait que commencer. On a eu un premier partenariat sur un marché HIP3 Hyperliquid avec le S&P 500. D'accord. Donc, on voit que les institutionnels, euh, bah, ils se penchent de plus en plus sur Hyperliquid. Ce qui est bien avec ces marchés HIP3, donc pour répéter encore une fois, hein, parce que c'est très très important cette notion-là des marchés HIP3. Donc, c'est le fait de pouvoir créer des marchés dérivés sur Hyperliquid en tokenisant des actifs réels. Ok. Donc, c'est comme si vous voulez, vous avez un marché principal, c'est Hyperliquid, et on va venir créer des sous-marchés. Okay. Des sous-marchés, donc voilà, c'est des sous-plateformes, si vous voulez. Comme si Binance, vous avez voilà, Binance 2, voilà, c'est une petite catégorie de Binance qui permet de trader uniquement l'or. Vous avez Binance 3, on peut trader uniquement l'action, les actions ou les ETF ou peu importe. Et donc, les marchés HIP3, ce qui est bien, c'est qu'on vient tokeniser des actifs réels. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en finance traditionnelle, le week-end notamment, ok, on ne va pas rentrer dans les cas spécifiques, mais le week-end, les marchés sont fermés. Or, sur Hyperliquid et sur les marchés HIP3, les marchés sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, du coup, le week-end, les institutionnels, qu'est-ce qu'elles font? Comme elles ne peuvent pas trader sur les bourses classiques, ok, sur le CME c'est fermé, sur le AYC c'est fermé, eh bien, elles viennent se hedger ou se protéger sur Hyperliquid. Et donc, c'est pour ça qu'on a une grosse hausse de volume, notamment sur le pétrole, là récemment avec les guerres. On a eu, voilà, même sur l'argent, juste avant que les guerres, on a eu un spike, si vous voulez, une grosse augmentation de la valeur de l'or et de l'argent. Et alors, j'ai plus les dates en tête, mais pendant un week-end, euh, 10% du volume total, non, 10% du volume total sur l'argent a été réalisé sur Hyperliquid. 10% du volume total dans le monde sur les marchés spot, hein, pas sur les marchés OTC. Mais voilà, c'est quand même énorme que 10% du volume sur l'argent, donc quand même, c'est une matière première, c'est une top matière première en termes de volume, se passe sur une plateforme décentralisée comme Hyperliquid. Et en plus, sur un sous-marché d'Hyperliquid, okay, donc sur TradeXYZ en l'occurrence, un marché HIP3. Donc voilà, on voit que vraiment c'est en train d'exploser. Les particuliers ne sont pas encore très très intéressés au marché HIP3, mais moi je vous le dis en connaissance de cause,
les institutionnels, donc que ce soit les plus gros fonds d'investissement aux États-Unis, en Europe, en Asie, peu importe, les banques aussi, ont tous leur œil rivé sur Hyperliquid, comme ça n'était jamais arrivé auparavant. Uniswap n'a jamais connu cet attrait-là par les institutionnels. Voilà, Uniswap, même si c'est les leaders en termes de plateformes décentralisées avec des pools de liquidité, majoritairement quand même leurs utilisateurs, ce sont des particuliers ou bien des market makers ou bien des entreprises spécialisées en crypto. Par contre, Hyperliquid et les marchés HTP3, on voit beaucoup d'acteurs qui n'avaient pas du tout touché à la blockchain avant, qui sont en train de rentrer sur ces marchés-là. Donc voilà, c'est à peu près tout en ce qui concerne cette partie-là de la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Okay, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Ou s'il y a des points qui étaient un peu moins clairs. Le hack de Bybit a montré, surcentralisé, le hack de Bybit a montré les risques liés aux infrastructures centralisées et aux multisig, tandis que les récents problèmes autour d'AAVE, CapDAO ont rappelé les fragilités systémiques de la DeFi. Est-ce qu'Hyperliquid apporte selon toi une vraie amélioration en matière de souveraineté et de sécurité, ou est-ce que les risques sont simplement déplacés ailleurs? Alors, en toute honnêteté, je vais commencer à comparer Hyperliquid avec ce qui s'est passé récemment sur AAVE et CapDAO. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? AAVE, CapDAO, ils utilisent, donc c'est la DeFi. En DeFi, l'un des avantages de la DeFi, c'est la composabilité, pardon. Donc, c'est le fait de connecter plusieurs protocoles DeFi. C'est un avantage parce que du coup, on peut bénéficier de plusieurs produits, ok, décentralisés, mais c'est un inconvénient. C'est-à-dire qu'on s'expose à plus de risques. Parce que, imaginons que moi, je dépose de l'argent sur quel AVE, ok, sur peu importe une pool de liquidité au hasard. AVE, le fait qu'il soit connecté avec 50 protocoles différents, bah, on ne sait pas si, par exemple, un protocole donné, notamment là en l'occurrence KelpDAO et plus précisément Layer 0, euh, ils peuvent, entre guillemets, ramener des nouveaux risques. Okay, donc, je me connecte à une plateforme qui est connectée à 50 plateformes. Bah, au final, je suis exposé au risque d'AAVE, mais je suis aussi exposé au risque des 50 autres plateformes qui sont connectées à AAVE, qui, entre guillemets, rapportent du risque sur AAVE. Donc, la composabilité, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Ça doit être bien fait. Il ne faut pas trop s'étaler et la DeFi a tendance, comme tous les marchés émergents, à aller très très vite. Okay, donc, à ce niveau-là, c'est un peu risqué au niveau de la DeFi et c'est pour ça qu'il y a eu ce hack sur AAVE et CapDAO. En concernant Bybit et les multisig, donc forcément, les infrastructures centralisées, dès lors que c'est centralisé, bah, on a non seulement des risques de multisig et puis on a aussi des risques humains. Si on infiltre une société, on peut infiltrer les employés, voilà, on peut aller pirater les devices des employés, des ordinateurs, etc. Et puis accéder à les fonds d'une plateforme centralisée. Donc là, on a ce risque-là sur les plateformes centralisées parce que, entre guillemets, les pouvoirs sont concentrés entre très peu de mains. Hyperliquid, c'est un peu un hybride, donc on a un peu moins de risques niveau. En tout cas, ils ne sont pas connectés pour l'instant en DeFi comme les AAVE, etc. Je dis bien pour l'instant. Donc on a le risque comparé à AAVE en termes de composabilité, il n'a rien à voir. En termes de centralisation aussi, alors Hyperliquid, c'est décentralisé, mais c'est pas non plus complètement décentralisé. D'accord, c'est un hybride. Ok. Par contre, je dirais que un des gros risques que peu de gens attestent, c'est que, ok, il y a les risques directement liés aux smart contracts, aux infrastructures, aux échanges centralisés, mais aussi les risques de liquidité. Sur pas mal de plateformes, on a eu des attaques de liquidité, que ce soit Binance, Hyperliquid, etc. Dès lors qu'on a une paire, un actif crypto avec peu de liquidité, on s'expose à ce qu'il y ait une entité, voilà, un fonds malveillant qui arrive avec énormément d'argent, 100 millions de dollars. Ils arrivent, ils voient un carnet d'ordre, il y a 30 millions, ils peuvent très bien siffler le carnet d'ordre, modifier le prix parce qu'ils savent faire du market making, et puis ensuite mettre en perte certains traders, ou bien même forcer des liquidations parce que voilà, ils voient que par exemple la paire BTC, pas sur Hyperliquid, hein, il y a trop de liquidité aujourd'hui sur BTC, mais sur un altcoin, admettons, sur un tout petit altcoin, ils vont aller voir que il n'y a que 20-30 millions d'open interest. Bah, écoute, j'ai 100 millions de dollars de budget, je peux très bien aller forcer des liquidations
ouvrir un short sur une autre plateforme, comme il y a des oracles, profiter de la baisse. Voilà, il y a différentes attaques de liquidité et ça, c'est très peu documenté. Un multisig, c'est quoi? Alors, un multisig, l'acronyme, ça veut dire multi-signature. Par exemple, Sandrine, toi, tu as un wallet. Ok, tu as un wallet MetaMask. Quand tu fais une transaction, voilà, tu déposes par exemple sur le contrat Artena. Tu déposes sur le contrat Artena, voilà, tu as envie de profiter un peu des magnifiques rendements qu'on propose. Tu vas déposer, tu vas signer avec ton wallet. Donc, tu fais une signature. Un multisig, c'est tout simplement le fait que pour que ton dépôt soit autorisé sur le smart contract Artena, ça nécessite trois signatures. Voilà. Donc, tout simplement. Donc, c'est une manière de sécuriser. Voilà. Comme si, par exemple, demain, tu te balades dans la rue, il y a quelqu'un qui sait que tu as de l'argent sur ton MetaMask, il dit hop, allez, signe la transaction et tu m'envoies de l'argent. Si tu as un multisig, tu peux très bien, par exemple, ça se fait, hein, il y a des boîtes qui proposent ça, où tu peux très bien donner une signature à ta mère, à ton cousin, à ton frère. Et pour qu'une transaction sur ton wallet soit validée, il faut que ta mère, ton frère et ton fils, ainsi que toi, valident la signature en même temps, entre guillemets. Voilà, c'est juste une multi-signature pour que ça soit attesté. Ou comme si tu, par exemple, si tu voulais faire un virement bancaire, il faut que, par exemple, voilà, ton avocat valide, euh, une autre personne valide. Voilà, c'est juste une sécurité et qu'on utilise aussi ça chez Artena, ok, au niveau de l'algorithme. Ok, donc nous, de manière à sécuriser les changements de stratégie ou bien de décision à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vastement utilisé. Et je vous conseille d'ailleurs, si vous avez des wallets avec des fonds, voilà, de l'épargne que vous touchez pas trop, etc., en crypto, voilà, de mettre quelqu'un de confiance, un membre de votre famille, euh, pour réaliser des transferts. Donc voilà. Je sais pas si vous avez encore des petites questions. En tout cas, voilà. Donc là, pour l'instant, sur l'académie, en tout cas, on va venir, pour vous faire un petit plan, parler de pas mal de sujets. On va parler aussi des sujets de hack. Je pense qu'il serait intéressant de, voilà, de faire des petites études sur l'actualité, pour que vous soyez aussi éduqués sur les hacks, comment les éviter, bien réfléchir quand vous déposez de l'argent dans des protocoles crypto, à quels risques vous vous exposez, voilà, comment se protéger au maximum. Aussi des actualités sur les nouvelles plateformes d'échange, les différentes classes d'actifs qu'il est possible de trader. On parlera aussi des OTC. Okay, donc les OTC, si vous voulez, pour faire simple, OTC, ça veut dire over the counter. Ça, c'est un marché. Okay, donc les OTC, voyez ça comme une plateforme d'échange, si vous voulez. En fait, c'est un marché qui est majoritairement réservé aux institutionnels ou en tout cas aux personnes qui veulent échanger énormément d'argent dans des temps réduits ou non. Ok. Donc par exemple, je sais pas moi, un gros fonds d'investissement qui voudrait acheter par exemple 10 milliards de dollars, ok, ou une banque, elle n'a pas la technologie nécessaire pour acheter 10 milliards de dollars au meilleur prix. Du coup, elle va aller contacter des bureaux OTC, des OTC Desk, comme on les appelle. Donc, elle va passer 10 000 dollars. Par exemple, voilà, Artena, imaginons qu'on soit en bureau OTC. D'ailleurs, ce serait potentiellement possible dans le futur. Donc, le client va venir nous voir et dire, écoutez, moi, j'ai besoin d'acheter 10 milliards de dollars de BTC sur 6 mois. Ok, j'ai pas les algorithmes pour l'acheter au meilleur prix. Voilà, je peux pas le faire moi-même. Donc, ils vont nous passer les 10 milliards de dollars. Et puis, nous, on va se charger d'acheter cet argent-là, d'acheter, pardon, ces BTC-là sur les marchés. Et donc, en fait, l'échange va se passer entre Artena et le client. Et nous, ensuite, derrière, on va aller s'approvisionner sur les plateformes d'échange. Tu peux expliquer pour une personne, tu peux t'expliquer pour une personne à déléguer pour les cryptos. C'est-à-dire, Laurence, tu peux t'expliquer pour une personne à déléguer pour les cryptos. J'ai pas très bien compris. Si tu peux reformuler. Ah, multisig. Ok. Bah, multisig, par exemple, vous pouvez. Alors, tu parles de les OTC ou bien le multisig? Le BTC, ok, d'accord. Ok, donc les OTC.
Donc OTC, attention, OTC, BTC, c'est différent, hein. OTC, ça veut dire over the counter. Ok, je vais l'écrire dans le chat. Over the counter, c'est quoi? C'est ça concerne les institutionnels, d'accord? Ou les personnes qui veulent acheter des gros montants de Bitcoin, d'Ethereum, peu importe. Pourquoi ils n'achèteraient pas tout simplement leur Bitcoin directement sur Binance? Parce que si demain vous achetez 10 milliards de dollars de Bitcoin en un coup, bah, vous allez créer une hausse sur le Bitcoin. D'accord? Donc ça, faut le savoir. Et donc, vous allez créer une hausse sur le Bitcoin. Donc, vous, au lieu de l'acheter à 100 000 dollars pile, et ben, au final, votre prix moyen d'achat, il ne sera pas de 100 000, il sera peut-être de 105 000, 102 000, 110 000. Et sur des sommes comme ça, bah, ça peut représenter un gros manque à gagner. Exactement. Sauf que le DCA, il est délégué à des entreprises qui s'en occupent. C'est-à-dire que moi, par exemple, voilà, la personne avait acheté 10 milliards, ok. Pour éviter tout ça, moi, je vais lui dire, ok, pas de souci, je te passe 10 milliards de Bitcoin, passe-moi tes 10 milliards de dollars, on se fixe un prix, il n'y a pas de glissement, etc. Hop, on fait l'échange. Moi, je me retrouve du coup avec, avec ces dollars-là. Et puis, je vais m'occuper après d'aller acheter mes BTC sur les plateformes d'échange avec des algorithmes. Je vais monitorer les meilleures périodes pour acheter. Et je vais acheter sur différentes plateformes en même temps. Je ne vais pas tout acheter sur Binance. Je vais acheter une partie sur Binance, je vais acheter une partie sur Bybit, je vais acheter une partie sur Hyperliquid, je vais acheter une partie sur OKX. Voilà, je vais répartir le capital sur toutes les plateformes pour maximiser et diminuer mon prix d'achat moyen. Le but de faire un échange OTC, c'est de diminuer son prix d'achat moyen parce que j'achète une énorme quantité qui va avoir un impact sur le prix et donc sur mon prix d'achat moyen. Voilà, c'est un DCA délégué, si vous voulez. Mais c'est pas un DCA comme vous pouvez le voir qui a voilà, c'est pas un DC. Le but c'est pas d'acheter dans la durée pour se constituer un portefeuille, non. C'est vraiment juste de réaliser une transaction au meilleur prix possible. Voilà, parce qu'on trade des grosses tailles. Donc voilà, vous pouvez taper si vous voulez OTC Desk sur Google ou ChatGPT et puis vous aurez les explications aussi à ce niveau-là. Exactement, c'est pour fractionner l'achat et éviter un trop gros volume de liquidité et donc un prix à la hausse. Exactement. Très bien résumé. Bonne fin de journée à toi, Marc. J'espère que ça t'a plu. Et puis, on se revoit très vite. Voilà. Donc, en tout cas, je pense avoir fait à peu près le tour. Si vous avez d'autres questions, on va attendre encore 5 minutes pour finir tout ça. Puis ensuite, on terminera cette première séance d'académie. Et puis voilà. Accrochez-vous pour les prochaines. Il y aura des contenus beaucoup plus spécialisés. Et puis voilà. Mais on va y aller crescendo. Il n'y aura pas de souci. Moi, j'avais posé une question sur la HIP3. Ah, je ne l'ai pas vu. Si tu peux la reposer. Attends, je vais remonter le chat. Ah, est-il possible de ravoir les noms des HIP3 de l'or et pétrole car je n'ai pas le temps de... Ah bah, très bien. Mais écoute, ce qu'on va faire, c'est que, regarde, je vais faire un partage d'écran et je vais te les montrer en live. Ça sera plus simple. Hop, on va aller sur Hyperliquid. Voilà, comme ça, je vais vous montrer où les voir. Donc, vous allez sur Hyperliquid. OK. Vous allez sur Hyperliquid, vous mettez sur la catégorie trade. D'accord? Une fois que vous êtes sur la catégorie trade, vous allez cliquer ici, donc sur les actifs. Par défaut, vous allez être ici. Donc, on va se mettre, voilà. De base, vous allez être comme ça. All. Donc là, vous voyez, vous avez All ici, PERP. Donc ça, c'est les contrats dérivés. Si vous voulez trader avec levier, ça se passe ici. Si vous voulez trader sans levier, juste acheter l'actif et l'avoir, entre guillemets, dans votre compte Hyperliquid, que vous pouvez après retirer sur votre wallet, c'est dans la catégorie spot. Et si vous voulez vous intéresser au marché HIP3, bah, c'est tout simplement dans la catégorie HIP3, ici. Et donc là, sur HIP3, vous voyez qu'à côté de All, vous avez XYZ, FLX, VNTL, Yena, KM, Cash, Para. Tout ça, ce sont les noms des marchés HIP3 aujourd'hui disponibles sur Hyperliquid. Vous avez aussi le lien dans la documentation aussi, Hyperliquid, que vous pouvez voir. Et donc, admettons que je clique sur XYZ, bah là, j'ai tous les actifs qui sont listés sur le marché HIP3 XYZ.
Le marché s'appelle comme ça, X, Y, Z. Et non, c'est un peu bizarre en crypto, il faut vous habituer. Donc voilà, donc là on voit qu'on peut trader du gold, on peut trader l'action Meta, l'action Amazon, AMD, Circle, Silver, Copper, et j'en passe. Le S&P 500 d'ailleurs, et là c'est le S&P 500 officiel. Voilà, donc ils ont fait le partenariat. Si vous voulez après, voilà, donc il y a les plus gros aujourd'hui, c'est XYZ, FLX, Yena, Cash, KM. Les deux derniers, VNTL, Para, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. OK. Le plus gros, c'est XYZ. Ensuite, je dirais, c'est Cash. D'accord. Ensuite, on a FLX, Yena et KM qui se bagarrent un petit peu. Mais voilà. Le plus gros aujourd'hui, de loin, c'est XYZ. Si vous voulez trader sur le HIP3, moi, je vous conseille de trader sur XYZ. C'est là où vous aurez le plus de liquidité. Et de toute façon, à chaque fois que vous voulez trader sur un actif, OK, parce que vous vous dire, mais OK, est-ce que je trade sur lequel? Parce que vous voyez très bien que le gold, OK, j'ai le gold ici sur XYZ, d'accord. Mais le gold, je l'ai sur aussi KM, je l'ai sur Cash, je l'ai sur FX. Donc, je le traite où le gold? Toujours regarder le volume et l'open interest. Quand vous voulez trader un actif, tradez toujours l'actif sur lequel il y a le plus de volume et le plus d'open interest. Voilà. Ça, comme ça, vous vous exposez le moins possible au risque de liquidité et de liquidation aussi. Donc voilà, donc XYZ, on voit qu'ils sont loin devant. Ils ont 10 millions de dollars de volume sur le gold aujourd'hui en 24 heures. Le deuxième KM n'a que 58 000 dollars. D'accord. On va regarder par exemple le S&P. Hop. Bah, le SP sur XYZ, ici, on est à 77 millions de dollars de volume. Et on est samedi. Hein. Ok, donc les marchés sont censés être fermés. Et à peu près un demi-milliard de dollars d'open interest. Donc, on voit quand même que il y a quand même de la taille, on peut venir trader de manière significative sur ces marchés-là. Vous voyez que là, il y a même maintenant les obligations qui sont en train d'arriver sur les marchés HIP3. Donc vraiment, on aura tout. Hein. Et si vous voulez voir par catégorie d'actifs, vous allez ici sur TradeFi, donc finance traditionnelle. Okay. Là, ça va lister tous les différentes catégories d'actifs réels qui sont listés sur les marchés HIP3. Donc, vous avez les stocks. Donc, les stocks sont les actions. Vous avez les indices, S&P 500, Nasdaq, etc. Vous avez des commodities. Commodities, c'est les matières premières. Le FX, c'est le Forex. Ça, c'est l'échange entre les monnaies. Voilà, USD, JPY, Euro, USD, etc. DXY aussi, vous l'avez. Et vous avez une nouvelle catégorie. Ça, ce sont les pré-IPO. Donc ça, c'est très intéressant et c'est une catégorie qui va se développer souvent et à regarder, c'est très intéressant. En fait, les pré-IPO, c'est quoi? Lorsqu'une société cotée en bourse, par exemple ChatGPT, donc OpenAI ici, fait une entrée en bourse, donc c'est ce qu'on appelle une IPO, Initial Public Offering, et donc il y a les pré-IPO, donc juste avant l'IPO, vous avez une pré-IPO, et donc maintenant, c'est même possible de trader les pré-IPO sur les marchés HP3. Donc voilà. Et donc comme ça, ici, vous pouvez voir, voilà, si vous voulez regarder que les matières premières, vous allez sur Commodities ici. OK. Moi, je vous conseille de classer par volume ou par open interest. Comme ça, vous allez voir voilà, par volume. Ici, vous avez le pétrole WTI, OK, sur XYZ. Et vous voyez très bien hein, que bah, les top pairs en volume, bah, XYZ, 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 XYZ. Ensuite, on a un peu de FLX, on a un peu de KM. Voilà. Mais on est vraiment sur XYZ en premier. Sur les stocks, on sera plutôt XYZ et cash. OK, XYZ, 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 cash de temps en temps. Mais voilà, XYZ majoritaire sur les marchés HIP3. Avec Artena, savez-vous combien de pourcentage de retour par jour ici pour le membre investisseur dans la stratégie? Question d'un ami. Alors, nous, les retours, ils sont annualisés. Pourquoi Juste avant, Zora, Open Interest égale ordre ouvert. Exactement. Tous les ordres ouverts, on cumule tout. Short, long. Donc, les retours par jour, on ne peut pas les estimer. Okay, c'est pour ça qu'on annualise. Sans la partie airdrop, on est entre 20 et 30%. Avec l'airdrop, on cumule à 50, 60, 80%. Puis après, vous divisez par 365 et puis vous avez une moyenne. Mais il se peut que pendant une semaine, même pendant 6 jours, du lundi au samedi, il y ait 0,1, il y a 0,05% de rendement qui a été fait. Et puis en un jour, on fait 1%. Donc, ce n'est pas vraiment significatif d'avoir des retours par jour. Je sais que vous êtes souvent habitué à voir ça en MLM, mais des daily returns, euh, avoir des daily returns, si vous voulez, qui soient très très constants sur ce type d'algorithme, ça n'existe pas forcément et c'est pas vraiment, si vous voulez, pertinent entre guillemets. Voilà, ça peut être pertinent pour noter la stratégie,
avec différents ratios, etc. Sharpe ratio et j'en passe. Euh, mais voilà, de toute façon, plus tard, donc quand on aura fait 2, 3 mois avec le smart contract d'Artena, euh, avant ça, dans la partie académie, vous pourrez avoir accès à comment est-ce qu'on note une stratégie. Ça, c'est très important. Et peu de personnes savent, voilà, comment aujourd'hui une banque, moi par exemple, dans ce que je fais donc ailleurs d'Artena, donc avec mes fonds d'investissement, quand je vais avoir des contrats avec des banques, et ben, ils me disent, OK, bah, Giovanni, envoie-moi un PDF, c'est tout le temps la même question. Et on nous demande des notations. Okay, donc, c'est des conventions. On a des sharp ratios, des drawdowns, etc. Et tout ça, ce sont des métriques qui permettent de noter la stratégie. On va calculer quels sont les retours journaliers par rapport au risque que vous prenez, quelles sont la taille en général de vos ordres, quelle partie du capital est investie, etc. Voilà, donc c'est tout simplement une manière de noter les notations de stratégie. Donc ça, une fois qu'on aura vu dans la partie académie, vous l'aurez aussi sur Artena. Voilà, la notation stratégique qui sera disponible sur les dashboards, etc. Voilà, c'est important. Artena n'est pas assujetti au KYC. Non, il y aura la possibilité d'avoir un KYC, mais ce ne sera pas obligatoire. On a accès à Hyperliquid depuis Artena. Alors, on n'a pas accès à Hyperliquid depuis Artena. Par contre, la stratégie est effectuée sur Hyperliquid. Donc voilà, on a fait à peu près 1h20 de call. Je pense que c'est pas mal pour cette première partie d'académie. On va se laisser là. J'espère que vous avez apprécié. Ok, donc ce sera c'est la première partie de l'académie, hein. Plus on va avancer, plus ça sera professionnel, plus on aura du contenu, de la matière, des PDF, des vidéos. Voilà. Pourquoi pas même aussi des formats un peu plus interactifs, donc avec des workshops sur certains aspects de la blockchain. On verra du smart contract, de la finance, voilà, plusieurs choses. Merci beaucoup tout le monde. Oui, vous retrouverez les PDF sur Artena, bien sûr, ce sera accessible pour les personnes ayant un pass equity à 1000 $. Donc voilà, il y aura du contenu, de la vidéo. On est juste en train d'organiser tout ça, mais vous inquiétez pas, vous retrouverez tout depuis le début. Obrigado. Merci tout le monde. Bon week-end à vous et à très vite sur Artena Academy. Et n'oubliez pas le call, le Zoom de demain, donc le Zoom hebdomadaire de dimanche 18h. On vous attend nombreux pour de grosses annonces avec le CEO Charles qui sera présent. À demain tout le monde. Au revoir.